Le droit, tout droit par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois et réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Nous nous intéressons cette fois-ci au droit routier ou droit de la circulation routière qui concerne l'ensemble des usagers de la route, automobilistes, jeunes conducteurs, cyclistes, piétons et qui porte sur l'ensemble des règles qui régissent la fréquentation d'une route par une voiture, un quad, un deux roues motorisé, un poids lourd, un vélo, une réglementation qui évolue régulièrement, comme dernièrement l'arrêt du retrait de points pour tout excès de vitesse inférieur à 5 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. On se détaille plusieurs points avec vous, Stéphane Jurana, bonjour. Bonjour. Avocat à Épinal. Et à vos côtés, Margot Longhi, bonjour. Bonjour. Avocate à Épinal également. Stéphane Jurana, petite précision d'emblée, si vous voulez bien. Qui dit droit routier dit du droit pluridisciplinaire, car il compte 4 types de droits. Il touche 4 types de droits. C'est une matière totalement transversale, puisque vous avez effectivement du droit pénal. Alors le droit pénal, c'est les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels lorsque vous avez commis une infraction routière. Vous pouvez être poursuivi, ou lorsque vous êtes victime d'un accident de la circulation, vous pouvez vous constituer partie civile devant ces juridictions. Mais c'est aussi, et notamment en ce qui concerne tout le permis à points, puisque la perte de points est un droit administratif, puisque c'est le ministre de l'Intérieur qui constate la perte de points à la suite de la commission d'une infraction. Donc ce sont les tribunaux administratifs qui sont compétents lorsqu'on conteste cette décision de perte de points. Vous avez aussi le droit de l'assurance, vous avez le droit civil, avec notamment la loi dite Badinter du 5 juillet 1985, qui régit les règles d'indemnisation en matière d'accidentologie. Donc effectivement, vous avez un droit qui est totalement transversal et qui touche à plusieurs matières juridiques. Margot Longhi, justement, cette matière juridique, pour vous, c'est super intéressant parce qu'en plus, elle évolue régulièrement. Je l'ai dit en introduction, on va se détailler ça dans quelques instants, mais la matière juridique du droit routier, du droit de la circulation routière. Oui, tout à fait, Ludovic. Effectivement, le droit routier, c'est une matière juridique en constante évolution et c'est ce qui la rend passionnante. Nos routes ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, et le droit routier, c'est pareil, il évolue, il suit le mouvement. D'abord, les voitures changent, les modes de transport évoluent, et puis il y a de nouveaux gadgets sur les véhicules comme les systèmes d'assistance à la conduite. Et puis il y a toujours de nouvelles idées pour rendre nos routes plus sûres. Je pense à la ceinture de sécurité qui n'est obligatoire que depuis 1973. Je pense également à l'affaire Palmade qui a convaincu le législateur de créer un délit d'homicide routier. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les avancées européennes. On est dans l'Europe, donc il faut bien évidemment qu'on se mette d'accord avec nos voisins. Et ça également, ça contribue à revoir continuellement notre code de la route. Et enfin, il y a la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux qui contribuent également à enrichir notre code de la route avec les décisions qui sont antérieurement rendues et qui vont évidemment influencer les futures décisions. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec de nombreux éléments à aborder, je l'ai dit en introduction. On va d'ailleurs se baser sur quelques questions, sur quelques remarques envoyées par vous, par nos téléspectateurs. Première question, Stéphane Jurana, celle de Sébastien de Girmont-Val-d'Ajol. Quelle est la différence, vous l'avez évoqué tout rapidement, entre infraction routière et délit routier ? Alors, Sébastien, il n'y a pas de différence. Les infractions routières, c'est l'ensemble, c'est la globalité. Et dans les infractions routières, vous avez les contraventions. Contraventions, c'est les petits excès de vitesse, ce sont le stationnement, etc. Et puis vous avez les délits routiers. Les délits routiers, là, sont jugés par les tribunaux correctionnels. Donc là, c'est la conduite sous l'influence de stupéfiants, c'est la conduite en état alcoolique, ce sont les grands excès de vitesse en récidive légale, ce sont les refus d'obtempérer. Donc vous avez dans les infractions routières 2 catégories, les contraventions et les délits. Et puis, vous l'avez dit, des juridictions différentes aussi. Et des juridictions différentes, puisque la juridiction qui est compétente pour statuer sur les contraventions, c'est le tribunal de police. Et la juridiction qui est compétente pour statuer sur les délits, c'est le tribunal correctionnel, puisque vous avez des peines d'emprisonnement qui sont encourues. Allez, on en a parlé tout à l'instant là, sur l'actu récente, cette actu récente en matière d'excès de vitesse. Rappelez-nous la réglementation, Stéphane Jurana, toute récente de ces 5 km/h en dessous duquel un point n'est pas supprimé. Alors, jusqu'au 1er janvier 2024, lorsque vous commettiez un excès de vitesse, 51 au lieu de 50, 91 au lieu de 90, 111 au lieu de 110, vous perdiez 1 point automatiquement sur votre permis de conduire. Et il y a un certain nombre de Français qui se sont retrouvés avec des permis invalidés parce qu'il n'y avait plus de points, à la suite d'une dizaine, douzaine, quinzaine de petits excès de vitesse qui, il faut bien le dire, ne sont pas si graves.
Le législateur, pour essayer de remédier à cela, a décidé depuis le 1er janvier 2024 que les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, c'est-à-dire 55 au lieu de 50, 95 au lieu de 90, 115 au lieu de 110, ne donneraient plus lieu à un retrait de points. Et je crois qu'il faut s'en réjouir parce que vous aviez un certain nombre de Français qui se trouvaient notamment professionnellement dans des situations extrêmement délicates. Ça illustre un petit peu cet état d'esprit du droit à l'erreur, du droit à une petite inattention. Mais c'est-à-dire que moi j'ai la faiblesse de vous dire que c'est encore plus dangereux de conduire avec son regard focalisé sur le compteur de sa voiture pour savoir est-ce que je suis bien à 50 au lieu de 51. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut raison garder. On ne peut plus avoir des gens dont on atteint à une liberté fondamentale, qui est la liberté de se déplacer, qui est la liberté d'aller et venir, notamment dans des départements ruraux comme le nôtre. La voiture est indispensable pour se déplacer, pour vivre, pour aller chercher ses enfants à l'école, pour aller faire ses courses, pour aller bosser. La voiture, sans voiture, vous ne pouvez pas vivre correctement. Donc effectivement, il fallait arrêter cette hémorragie qui faisait qu'un certain nombre de conducteurs n'avaient plus de points, avaient donc un permis invalidé et qui continuaient à conduire avec des conséquences cette fois-ci dramatiques. Et je me permets de préciser qu'en 2020, selon le ministère de l'Intérieur, sur les 12,5 millions de contraventions envoyées pour des excès de vitesse contrôlés donc par les radars, plus de la moitié, 58%, concernaient des excès inférieurs à 58 km/h. Donc grosso modo, il va y avoir 58% de points perdus qui ne le seront plus. C'est-à-dire quasiment 7,5 millions de points. 7,5 millions de points qui ne seront plus perdus à compter du 1er janvier 2024. Affaire à suivre. Les excès... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Les excès de vitesse, Stéphane Durana, sont fréquemment l'objet de réclamations de la part des contrevenants. Alors, réclamations que vous, avocat, vous pouvez porter. Quelles sont les plus fréquentes? Avec quelle procédure judiciaire engagée? Réclamations pour des excès de vitesse. Pour faire simple, en la matière, il faut distinguer. Il faut distinguer les infractions qui ont donné lieu à une interpellation. C'est-à-dire que vous êtes en excès de vitesse, vous vous faites interpeller sur le bord de la route avec une identification du conducteur. À ce moment-là, il est très clair que les modes de contestation sont relatifs à l'appareil qui a été utilisé, puisque les appareils qui servent à relever une vitesse doivent faire l'objet d'une visite primitive par un laboratoire indépendant, et ils doivent faire aussi l'objet de visites périodiques. Pour faire simple, tous les ans, ils doivent être vérifiés pour vérifier leur bon fonctionnement. Donc les avocats... C'est le cas ? Oui, c'est le cas, puisque les avocats qui sont saisis de ces dossiers demandent en général à la juridiction de nous transmettre ce qu'on appelle le carnet de métrologie de l'appareil. C'est en gros son carnet de santé, pour vérifier qu'il a bien été vérifié, qu'il a bien été étalonné, qu'il a bien été utilisé, et ça, tous les ans, et qu'il l'a fait. Voilà. Et ensuite, vous avez les infractions qui ne donnent pas lieu à interpellation. Ça, ce sont tous les radars automatiques. Alors aujourd'hui, il y en a plein. Vous le savez, il y a les radars automatiques que vous voyez sur le bord des routes, mais vous avez aussi les radars tronçons, vous avez aussi les voitures qui ont des radars embarqués. Tout ça, ça ne donne pas lieu à interpellation. Donc se pose la question de l'identification du conducteur, puisque celui qui reçoit l'amende, c'est le titulaire de la carte grise. À ce moment-là, vous avez un certain nombre de moyens qui vous permettent d'échapper à une condamnation pénale et surtout au retrait de points afférent à la contravention. Margot Languille, en cas de suspension de permis, une question de Jacques de la Bresse. Jacques de la Bresse, en cas de suspension de permis, y a-t-il des circonstances particulières pour la contester et avoir gain de cause? On rentre un petit peu dans les arcanes de votre travail d'avocat. Oui, tout à fait. Alors, il convient préalablement quand même de faire la distinction entre la suspension, l'annulation et l'invalidation du permis de conduire. Alors, détaillez-nous ça. Alors, la suspension du permis de conduire, c'est une mesure temporaire qui prive le conducteur du droit de conduire, mais pour une période déterminée. Elle peut être prononcée administrativement ou judiciairement. Si elle est prononcée administrativement, bon, elle intervient après certaines infractions. C'est le préfet qui décide de cette suspension. Par exemple, une conduite en état d'ivresse et avant toute décision de justice. La suspension judiciaire, elle intervient à l'issue d'un procès, elle est décidée par un juge. Donc, s'agissant maintenant de l'annulation du permis de conduire, elle signifie que le permis est retiré à l'usager et le conducteur doit repasser les épreuves du permis de conduire dans un délai déterminé. Et il a un délai d'interdiction de repasser l'examen. En pratique, si le délai d'interdiction est inférieur à 9 mois, il n'a que le code à repasser. Je rappelle également qu'en cas de conduite en état d'ivresse en récidive, l'annulation du permis de conduire est automatique. C'est-à-dire que le juge n'a aucune marge de manœuvre pour la décider, il est obligé. Enfin, la validation du permis de conduire, elle intervient lorsque le conducteur perd tous ses points de son permis à points.
En résumé, la suspension est temporaire, l'annulation est plus sévère et implique de repasser le permis, et la validation, c'est pareil, elle implique de repasser le permis. Maintenant, pour répondre à la question de Jacques, il existe effectivement certaines circonstances où il est possible de contester et d'obtenir potentiellement gain de cause. Maître Jurana vous en a parlé juste avant. Alors, si la suspension est préfectorale, on conteste devant le tribunal administratif. Si la suspension est judiciaire, on peut faire appel de la décision si évidemment elle a été rendue en première instance. Okay. Les motifs de contestation sont de plusieurs types. Il y a le vice de forme ou de procédure. Par exemple, si les formalités de notification de la suspension n'ont pas été bien faites. Ça peut être une erreur sur les faits ou sur l'identité du conducteur, c'est ce que Stéphane vous disait tout à l'heure. Si le conducteur estime que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts ou mal interprétés. Et enfin, il y a des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux qui vous ont obligé à prendre la voiture alors que vous n'aviez pas le droit de le faire. Ça peut être emmener votre femme à l'hôpital parce qu'elle est en train d'accoucher. Ok, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces décisions, beaucoup d'informations qui sont données, j'espère que vous suivez bien. On va parler dans quelques instants du taux d'alcoolémie, du taux de mortalité. Une dernière question peut-être un peu légère, entre guillemets. Margot Languille, on reste avec vous. C'est Marjorie de Charmes qui nous pose cette question. Les vélos à assistance électrique et les trottinettes sont-ils soumis au code de la route ? Les nouveaux engins motorisés, ou plutôt les nouveaux engins à déplacement individuel motorisé pour être tout à fait exact. Stéphane Jurana, vous répondez ? Oui, c'est assez simple. Le code de la route s'applique aux véhicules terrestres à moteur. Peu importe que le moteur soit électrique ou thermique. Donc les trottinettes qu'ils soient gros ou petits. Qu'ils soient gros ou petits. J'ai en mémoire un cas extraordinaire. Un couple qui fêtait son anniversaire de mariage décide d'aller manger au restaurant et ils étaient dans une station balnéaire et ils décident de louer des vélos électriques. Ils ont fêté leur anniversaire de mariage, une ou deux coupes de champagne, un ou deux verres de vin, et sont repartis l'un et l'autre à bord de leur véhicule électrique. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont été interpellés par la police municipale du secteur dans lequel ils étaient en villégiature et qu'ils ont été déférés devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Alors qu'ils étaient sur un vélo électrique. Ils pensaient de bonne foi qu'ils avaient le droit, étant sur un vélo, de pouvoir consommer un peu plus que la moyenne, que la normale. Eh bien non, malheureusement, la législation s'applique à tout véhicule terrestre à moteur. Le vélo n'aurait pas été électrique, ils auraient été embêtés également ? Non, là la réglementation est différente. S'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de difficulté. Ce qui est interdit, c'est de conduire en état alcoolique un véhicule terrestre à moteur. Donc les trottinettes électriques, tout ce qu'on voit, les nouveaux appareils que nous voyons aujourd'hui sont soumis à la réglementation. Les trottinettes, les vélos, les gyropodes. On n'en voit pas en ville, les gyropodes. Non. On voit de plus en plus de gyroroues, les roues toutes seules. Là. Mais ça, c'est à moteur. Et c'est un véhicule terrestre. Donc la législation, notamment sur la consommation d'alcool, s'applique. Mais ce n'est pas la seule. Vous avez un certain nombre en matière de vitesse, par exemple. Les vitesses sur la trottinette électrique, c'est limité à 25 km/h. Alors aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui modifient les moteurs sur ces trottinettes pour qu'elles aillent plus vite. Attention, je ne parle pas d'excès de vitesse, mais je parle d'assurance. Si vous avez un accident avec une trottinette électrique dont le moteur a été modifié pour dépasser, débrider, pour dire les choses très clairement, vous risquez de ne pas être pris en charge. Les endroits de circulation, on rappelle, en ville, interdiction de circuler sur les trottoirs. Vous devez circuler sur les routes ou les pistes cyclables lorsque c'est autorisé. Aucun accident dramatique à ce jour sur notre département, mais on sait bien évidemment que dans les grandes agglomérations, ça arrive des accidents qui peuvent être graves, notamment une chute d'une personne âgée, renversée par une trottinette, par un vélo électrique sur un trottoir, avec les conséquences que vous avez évoquées en termes d'assurance pour le conducteur de l'engin motorisé. Exactement. Il faut, lorsque vous avez une trottinette électrique, il faut l'assurer. Il faut absolument respecter la règle selon laquelle vous ne devez pas circuler sur les trottoirs. À défaut, vous vous exposez, en cas d'accident, à des poursuites et peut-être, si vous n'êtes pas assuré, à devoir indemniser votre vie durant la personne qui serait victime de l'accident. Allez, merci pour ce rappel d'importance, bien évidemment. De nouveaux engins motorisés, donc globalement utilisés par les jeunes. On continue de parler des jeunes avec les jeunes conducteurs, justement. Margot Languille, tout rapidement, les restrictions auxquelles doivent se soumettre les jeunes conducteurs, vous nous les rappelez, c'est important ? Oui, alors rapidement, les jeunes permis, qu'on appelle comme ça parce qu'ils sont titulaires d'un permis probatoire, sont soumis à certaines restrictions spécifiques, contrairement aux conducteurs expérimentés.
Alors sont concernés ceux qui ont moins de 3 ans de permis ou alors moins de 2 ans de permis pour ceux qui ont fait la conduite accompagnée. Donc déjà, il y a la limitation de l'alcoolémie. Le taux autorisé est bien réduit par rapport au taux lambda. Donc on est à 0,2 grammes par litre de sang, 0,2 grammes par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Ça signifie en pratique qu'ils ne doivent pas boire. Même pas un verre. Même pas un verre. Sachant que, voilà, on allait l'aborder un verre, c'est 0,25. Ouais. Ça peut être un peu plus, par exemple, pour quelqu'un de fin comme moi, boum, ça peut tout de suite être 0,3, 0,4 grammes par litre de sang. Absolument. On revient sur les jeunes. Il y a une petite actu avec le permis 17-18 ans. 18-17 ans. Oui, 18-17 ans. Oui, ils ont prévu effectivement d'abaisser le permis de conduire à 17 ans. Ils sont également soumis à une restriction de limite de vitesse, les jeunes permis. Pour les routes où c'est autorisé à 130, eux, c'est 110. Pour les routes où c'est 90, pour eux, c'est 80. Et il y a également le nombre de points sur leur permis qui est réduit, de 12 à 6, et ils en gagnent 2 par an, donc ce qui les ramène à 12 points lorsqu'ils ont fait leurs 3 ans, ou alors ils en gagnent 3 par an lorsqu'ils ont fait la conduite accompagnée. À la condition de ne pas commettre À d'infraction. la condition, évidemment, de ne pas commettre d'infraction. Info pratique à garder en tête pour les parents et pour les jeunes conducteurs. Problématique d'importance, on vient de l'aborder, la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Pour l'alcool, je vous propose un tableau qui reprend l'historique de la tolérance en matière d'alcoolémie. Alcoolémie qui se mesure donc soit en grammes par litre de sang, soit en milligrammes par litre d'air expiré. On vient de le dire tout à l'heure, donc aujourd'hui on est à 0,5 grammes par litre de sang. Ça date c'est le cas depuis 1995, c'est l'équivalent de 2 verres. Vous l'avez dit Margot, donc pour les jeunes c'est bien 0,2 grammes par litre de sang. On appelle ça les permis probatoires et ça date de 2015. Et avant, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à 0,8 et en 1970, on était à 1,2 grammes par litre de sang. Ça faisait l'équivalent de 6 verres, Stéphane Jourana. Ça paraît dingue, hein. 6 verres. C'est hallucinant, mais quand on met ce tableau en perspective, peut-être qu'on le verra avec le nombre de morts qu'on va voir sur la route, je veux dire, c'est QFD, hein. C'est QFD. C'est-à-dire qu'en 1970, vous aviez le droit de boire une bouteille de vin avant de prendre le volant. Aujourd'hui, vous n'avez le droit de prendre 2 verres et 2 verres normaux, parce qu'on en voit parfois les clients qui vous garantissent n'avoir bu que 2 verres. Manifestement, les verres étaient grands ou gros. Je crois que quand on met ça en perspective, avec le nombre de morts sur la route, on a tout compris. On rappelle que le taux d'alcool est atteint à un quart d'heure après absorption à jeun ou 1 heure après absorption au cours d'un repas. L'alcoolémie baisse de 0,10 à 0,15 grammes d'alcool par litre de sang en 1 heure. Et on rappelle aussi que il n'y a aucun truc qui permet de diminuer l'alcool. Margot, question de Édouard de Contrexéville, on reste sur l'alcoolémie. Édouard, à partir de quel taux d'alcoolémie est-on convoqué au tribunal? Avec quelles sanctions encourues? Alors Édouard, si après un dépistage d'alcoolémie, vous craignez d'être convoqué devant le tribunal correctionnel pour conduite en état d'ivresse, déjà pas de panique. Si le taux d'alcool contenu dans votre sang est inférieur à 0,5 g d'alcool par litre de sang, vous ne risquez pas de sanction si vous n'êtes pas jeune permis, évidemment. En revanche, s'il est supérieur à 0,5 et inférieur à 0,8, vous encourez une amende allant jusqu'à 750 €. Si votre taux est supérieur à 0,8 g par litre, là, il faut commencer à s'inquiéter et les sanctions prononcées par le tribunal seront bien évidemment plus importantes. Alors, elles peuvent aller de l'amende, qui peut quand même théoriquement s'élever à 4 500 €, à l'emprisonnement, avec sursis ou même ferme en cas de récidive, en passant par les travaux d'intérêt général, le stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du conducteur et la confiscation du véhicule. On entend souvent parler de vices de procédure sur lesquels vous, avocat, évidemment, vous vous appuyez pour obtenir une certaine indulgence de la part du juge. Stéphane Jourana, quels sont-ils ces vices de procédure? Vous nous avez parlé tout à l'heure par rapport au radar au niveau de l'alcoolémie. Il y en a des centaines. Il faut comprendre une chose. En droit pénal, c'est au procureur de la République à prouver que vous avez commis l'infraction. En matière de circulation routière, il y a une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. C'est à vous à rapporter la preuve que vous n'avez pas commis l'infraction. Donc autant dire que c'est quasiment impossible. Donc les avocats que nous sommes se rabattent, parce que les conséquences sont parfois dramatiques en termes d'emploi, se rabattent sur la procédure.
La procédure, elle est stricte, elle est encadrée par le code de la route. Les officiers de police judiciaire doivent respecter un certain nombre de règles. Ils doivent déjà, au préalable, avant de faire un dépistage par éthylomètre, faire un dépistage par éthylotest. L'éthylomètre qui est utilisé doit l'être dans un certain nombre de conditions. Tout cela est rappelé dans des manuels d'utilisation que nous connaissons par cœur et dont nous vérifions que l'appareil a été normalement utilisé. Voilà notre travail. Si le matériel n'a pas été normalement utilisé, dans les conditions de lieu, dans les conditions de température, dans les conditions de temps, à partir de là, nous pouvons faire annuler. Ce n'est pas une indulgence, c'est que la procédure est viciée. Et tout est annulé et vous repartez sans aucune sanction. Hassan d'Épinal, on passe à un autre sujet. J'ai été mis en cause dans un accident de la circulation dans lequel j'estime n'y être pour rien. Ça peut être régulièrement le cas, j'imagine, ou tout du moins selon les circonstances de l'accident, évidemment. Comment faire? Là, on est sur du civil pur et dur. Alors non, on est poursuivi en matière d'accident de la circulation, soit dans les cas les moins graves, pour blessure involontaire, par manquement délibéré à une obligation de sécurité, ou par maladresse, imprudence, négligence, parfois, simplement, ou alors en cas d'homicide involontaire, c'est-à-dire que votre maladresse, votre imprudence ou votre négligence a entraîné le décès de quelqu'un, vous êtes poursuivi devant le tribunal correctionnel. Là, devant le tribunal, il faut quand même rapporter la preuve que l'accident est dû à une négligence, à une maladresse, à une imprudence ou à un manquement délibéré. Si le ministère public, si le procureur de la République, pour dire les choses clairement, ne rapporte pas la preuve que vous avez commis un des éléments que je viens d'évoquer, vous ne pouvez pas être condamné. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir un accident de la circulation, il faut encore, pour pouvoir être condamné, qu'on prouve que c'est de votre faute, pour faire simple. Et j'ai en l'état et en mémoire un dossier très récent d'une dame âgée qui a eu un accident de la circulation avec un motard, qui était poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Épinal pour homicide involontaire. J'ai obtenu Le motard qui était donc mort. Le motard qui est décédé malheureusement. J'ai obtenu sa relaxe, puisque j'ai essayé de démontrer devant le tribunal qu'elle n'avait commis aucune imprudence, aucune négligence, mais que l'accident était peut-être dû, à la vitesse de la moto, plutôt qu'à un refus de céder le passage de cette personne. Le tribunal, au bénéfice du doute, a relaxé ma cliente. Donc, ça n'est pas parce que vous êtes poursuivi que vous êtes forcément déclaré coupable. Encore faut-il qu'on prouve que vous avez commis, pour faire simple, une faute. Pardon, question un petit peu provocante. L'âge de votre cliente a-t-il pesé dans la balance? Bon, j'en sais rien. L'âge de ma cliente était plutôt pour le ministère public, pour le procureur de la République, un élément à charge, en disant, bah oui, elle n'est plus en état de conduire. Moi, je démontrais que ma cliente était quelqu'un qui avait une vie sociale, qui était complètement apte à conduire. Donc l'âge n'a pas à rentrer en ligne de compte à partir du moment où une expertise ou qu'un certain nombre d'éléments viennent démontrer que vous n'êtes plus en état de conduire. Un petit mot sur l'importance de la rédaction des contrats, des expertises, des assurances, etc. J'ai envie de dire chacun son job, mais il faut être super vigilant suite à un accident. Et la première vigilance suite à un accident, c'est rédiger un constat amiable. Bien sûr. Rédiger ce constat amiable, il faut le signer. Avant de signer ce constat, relisez-le dans les moindres détails, parce qu'ensuite, c'est trop tard. Si on vous a coché une mauvaise case, si le schéma n'est pas correct, c'est trop tard. Donc dans les accidents les moins graves, les accidents matériels, vous faites un constat, et quand il y a des blessures corporelles et a fortiori un décès, là c'est un procès-verbal de gendarmerie ou de police qui est rédigé, donc il n'y a pas de constat à faire. Margot Langui, par rapport aux assurances, dans le cadre d'un accident important avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, les assurances, elles ont un rôle à jouer, notamment, voilà, il y a cette fameuse aide juridictionnelle. Oui, tout à fait. Les assurances, elles ont un rôle à jouer. Elles sont pas toujours faciles à convaincre, mais elles ont un rôle à jouer. Et comment peut-être forcer un petit peu la main? Vous savez ça, non? Ça, c'est pas... il faut très clairement, quand vous avez un accident de la circulation, si l'assureur traîne la jambe, il faut le mettre en demeure, il faut le citer devant la juridiction. On a des outils pour ça, c'est-à-dire qu'on peut attraire l'assureur d'un responsable devant le tribunal en sa qualité d'assureur. Et il devra indemniser la victime à partir du moment où le contrat est évidemment existant, puisque vous avez aujourd'hui un certain nombre de difficultés. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui n'ont plus de points, qui continuent à conduire. Vous n'êtes plus assuré. Alors, ça n'est pas opposable à la victime
de l'accident, Mhm. elle sera indemnisée par l'assureur ou par ce qu'on appelle le fonds de garantie automobile qui existe. Ce fonds de garantie, il est financé par des petits montants sur chacun. Quand vous êtes assuré, vous payez 7,50 €, 15 €, ça dépend des contrats, qui vont directement au fonds de garantie. Tout cela, c'est la collectivité qui finance pour que les gens qui ont un accident contre quelqu'un qui n'est pas assuré puissent quand même être indemnisés. Mais celui qui est l'auteur de l'accident, lui, payera toute sa vie. Donc attention, ne conduisez pas sans permis et ne conduisez surtout pas sans assurance. Sans assurance. Les conséquences peuvent être dramatiques. On aurait encore plein de choses à se dire sur le droit routier. On va quand même terminer en montrant ce tableau d'importance sur la mortalité routière en France. On parle des décès enregistrés dans les 30 jours. En 1972, c'était le pic de l'histoire de la sécurité routière. On était à 18 034 morts. On va dire, allez, 7 646 en 2000. Et aujourd'hui, alors l'année dernière, sans décembre, on était à 2 846 en France, bien évidemment. On rappelle les dates importantes en termes de sécurité routière. 1973, on l'a dit tout à l'heure, le port de la ceinture à l'avant. Après, il y a eu la ceinture à l'arrière. Et en 2003, le premier radar automatique, ce qui a fait considérablement chuter le nombre de morts sur les routes en France entre 2000 et 2010. Voilà, premier radar automatique en 2003. On aurait encore énormément de choses à se dire sur ce sujet. On y reviendra peut-être parce qu'effectivement, il y a d'autres éléments très importants. Merci à tous les deux de votre participation. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.